Comment perdre du poids après 30 ans? Et oui, parce qu'aujourd'hui, le surpoids chez les plus de 30 à 40 ans concernerait 40 à 50% des individus. Donc je suis sûr qu'aujourd'hui, si vous regardez la vidéo, c'est une question qui est importante pour vous, sur laquelle vous vous questionnez. Et donc on va tenter dans cette vidéo d'apporter un maximum d'éléments de réponse. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on ne perd pas du poids de la même manière lorsqu'on a 15, 20, 25 ans que passé 30 ans. Ça, c'est vraiment très important de le comprendre. Quand on arrive après 30 ans, on a forcément une réalité, il y a forcément des paramètres dans votre vie qui vont être différents. Donc ça pourrait être ça pourrait être vos enfants qui vont forcément prendre pas mal de temps, qui vont impacter votre sommeil, votre énergie, le temps que vous allez avoir disponible pour vous. Ça peut être également un travail qui va être très prenant et force est de constater que quand on a 30, 35, 40, 50 ans, on a plus tendance à avoir des emplois avec des responsabilités qui sont très chronophages que quand on a 15, 20 ou 25 ans. Donc ça, voilà, c'est pour les facteurs un petit peu, si je puis dire, logistiques. Mais il y a également une réalité métabolique et hormonale, si je puis dire, que beaucoup de gens, beaucoup de coachs, beaucoup de nutritionnistes mettent de côté, limitant et restreignant la perte de poids à un déficit calorique. Et attention, là dans ce que je vais dire, c'est très important de comprendre la nuance. Oui, le déficit calorique, cette notion de déficit calorique, elle est importante et même elle est sans doute nécessaire pour perdre du poids. Mais à force de tout résumer par les calories, on oublie les autres facteurs qui impactent directement ce métabolisme énergétique. Et parmi ces facteurs, on retrouve des aspects métaboliques, des aspects hormonaux, ça peut être lié au microbiote, lié à certaines hormones, on va y revenir. Mais du coup, c'est très important de ne pas tout résumer aux calories et à mon avis, il ne faut pas vous laisser dire que la perte du poids n'est qu'une question de calories parce que d'un point de vue purement du modèle de la balance énergétique, oui, c'est avéré, mais par contre, c'est oublier les innombrables causes qu'on ne connaît même pas toujours complètement en tant que nutritionniste et qu'on comprend même pas toujours d'un point de vue des études scientifiques. Donc, c'est oublier toutes les causes qui vont influencer en amont cette fameuse balance énergétique et la manière dont le corps va gérer ce métabolisme énergétique. Donc aujourd'hui, messieurs, dames, je vous propose 3 clés absolument fondamentales si vous voulez perdre du poids durablement, de manière saine et efficace, passé 30 ans. Donc, ces trois aspects prépondérants, primordiaux, ils sont basés sur la manière dont j'accompagne mes clients au quotidien, considérant bien que mes clients viennent me voir dans la plupart des cas pour une notion principale de perte de poids. Après, voilà, souvent, il y a des symptômes il y a des problématiques de peau, de digestion, de stress, de sommeil. Il peut y avoir d'autres problématiques, bien entendu, mais très souvent, la raison numéro 1 pour laquelle les gens viennent me voir, c'est une volonté de perdre du poids. Donc, je vais vous présenter les 3 aspects principaux. On va rester sur ces 3 aspects-là parce que sinon, si on énumère tous les facteurs qui peuvent être importants et contribuer à une perte de poids durable, on est parti pour une vidéo qui va durer, mais laissez tomber, 4 heures. C'est pas forcément le but. Donc aujourd'hui, je vous présente les 3 aspects qui sont selon moi les plus importants pour la perte de poids et on va essayer de faire tenir ça en moins de 20 minutes. Donc, on perd pas de temps, on est parti. Alors, déjà, la première chose qui, selon moi, est vraiment fondamentale, c'est que vous compreniez pourquoi est-ce que vous avez pris du poids. Quand je dis ça, c'est qu'il faut bien comprendre, messieurs, dames, que la prise de poids n'est que la conséquence d'un déséquilibre dans votre hygiène de vie ou dans vos habitudes. Ce déséquilibre peut être d'ordre émotionnel, d'ordre psychologique, d'ordre métabolique, d'ordre énergétique, d'ordre hormonal, un peu de tout ça. Ça peut être lié à pas mal de choses en même temps, mais si vous ne traitez la prise de poids que comme un problème en tant que tel, à mon avis et de mon point de vue, vous n'arriverez à rien de durable ou alors vous ne ferez qu'une restriction calorique sans comprendre pourquoi vous avez pris du poids sur toutes ces années. Et ça, vraiment, c'est vraiment moi, si vous voulez, c'est le cœur de mon accompagnement, c'est ce que je n'arrête pas de répéter à mes clients et je constate à ce niveau-là qu'il y a vraiment, encore une fois, une prédominance de l'approche calorique dans une optique de perte de poids et que malheureusement, encore une fois, c'est oublier les causes profondes qui vous ont conduit à prendre du poids. Donc, si vous avez pris du poids sur 5, 10, 15, 20 ans, qu'aujourd'hui vous arrivez à une situation qui ne vous convient plus,
je comprends tout à fait que ce soit compliqué à vivre au niveau émotionnel et je suis pas là pour minimiser ça, vraiment pas. Mais par contre, n'oubliez pas tout ce qui s'est passé justement sur le temps long, tout ce qui s'est passé en amont, encore une fois, que ce soit d'ordre émotionnel, psychotraumatique, psychologique, les perturbations métaboliques, hormonales. Vraiment, prenez en considération ce qu'on voit, comme on dit la big picture en anglais, vraiment la vision à 360 degrés, la vision globale de votre profil, de votre situation et cherchez les causes profondes, cherchez les causes racines de votre prise de poids parce qu'il n'y a que de cette manière que vous pourrez agir efficacement sur ces causes en trouvant les outils et les solutions qui seront précisément adaptés à ces causes. Donc à ce niveau-là, pour moi, ce qui est très très important, c'est partez de vos symptômes. Est-ce que à aujourd'hui vous êtes dans une situation où le seul problème que vous ressentez ou que vous percevez, que vous expérimentez, c'est une prise de poids, ou est-ce que vous avez une multitude de symptômes qui viennent se cumuler à la prise de poids? Donc parmi ces symptômes, on peut retrouver ça peut être des problématiques de peau, psoriasis, eczéma, peau sèche, ça peut être des problématiques inflammatoires, douleurs articulaires, maux de tête, humeur qui fluctue, etc. Des problématiques de motivation, d'entrain, de libido, des problématiques de digestion, ça peut être, voilà, j'en ai parlé, mais des céphalées récurrentes, des migraines, des douleurs musculaires, des crampes, bref, il y en a énormément, mais prenez vraiment le temps en parallèle de la question du poids, de regarder votre état de santé dans son ensemble. Ça, c'est extrêmement important, messieurs, dames. Ensuite, par rapport à ces symptômes, moi, ce que je vous recommande, passer 30, 35, 40 ans, sans tomber dans la psychose, c'est de faire quand même régulièrement des bilans biologiques. Alors, à ce niveau-là, le but, c'est pas de faire des bilans biologiques tous les 6 mois qui vont coûter 400 €. Qu'on s'entende bien. Pour moi, ça, c'est une forme de stress inhibé. C'est pas quelque chose qui va être bénéfique en matière de santé. Ceci étant dit, il y a un entre-deux à trouver entre je fais tout le temps des tests hors de prix qui finalement ne me servent pas à grand-chose à part vider le portefeuille et je ne fais jamais de tests. Pour moi, il y a un entre-deux à trouver et je pense sincèrement que quand on a passé 30-35 ans, c'est bien de faire un bilan plus ou moins complet, on va dire tous les 12 à 36 mois et de corréler ce bilan en étant accompagné par un médecin, ça c'est très très important, ou par un praticien de santé, mais le médecin reste la personne référente en ce qui concerne les tests biologiques. Et donc de corréler les marqueurs que vous allez tester avec vos éventuels symptômes. Parlez-en à votre médecin, dites-lui que vous vous sentez pas bien si jamais c'est le cas, que vous vous sentez fatigué de manière inexpliquée, vous avez des problèmes de digestion, des problèmes de peau. Le médecin devrait en tout cas savoir vous écouter et prescrire un bilan qui va être adapté à vos symptômes. Donc je regarde mes petites notes au passage pour rien oublier parce que forcément si on est en mode full impro ça le fait pas trop. Toujours est-il que dans ces tests biologiques et sanguins, je vous recommande dans un premier temps de vous concentrer sur les basiques qui sont pour la plupart du temps remboursés et ou qui ne coûtent pas très cher. Donc parmi ces basiques, on va retrouver cholestérol, triglycérides, les basiques de l'exploration lipidique, on va dire, enfin de l'anomalie lipidique. On va retrouver, en tout cas je vous recommande de faire la protéine C réactive et un bilan martial complet, donc fer sérique, transférine et ferritine pour avoir vraiment une idée de ce qui se passe au niveau inflammatoire dans votre corps. Les paramètres de base du métabolisme glucidique, donc l'hémoglobine glycosylée, la glycémie à jeun, l'insuline à jeun et éventuellement l'indice de HOMA, qui va mesurer votre sensibilité à l'insuline, qui est très très important. Et après, d'un point de vue plus micronutritionnel, je vous recommande quand même de faire la vitamine D, la B9, la B12, le zinc à minima, même si le zinc n'est pas souvent remboursé, et faire une TSH. Voilà, je pense pas en avoir oublié, mais rien qu'avec ça, vous avez déjà pas mal d'informations sur votre état de santé. Vous pouvez ou non, en tout cas, vous aurez un regard assez précis sur est-ce que je présente des signes d'inflammation de bas grade, est-ce que je présente des signes de résistance à l'insuline, est-ce que je présente des signes de syndrome métabolique. Donc le syndrome métabolique, je rappelle, c'est un cholestérol HDL qui est bas, des triglycérides augmentés, une élévation du tour de taille, de l'hypertension artérielle et cinquièmement, et je l'ai oublié, il m'échappe, et une élévation de la glycémie. Et il faut savoir que ce syndrome métabolique, d'après les études, pourrait concerner de 20 à 30% des personnes dans les pays développés comme la France. Donc, pour moi, c'est vraiment la première étape. Éliminer les causes vraiment, les perturbations métaboliques et hormonales profondes en prenant en compte vos symptômes, votre état de santé et en considérant vraiment votre corps et votre prise de poids comme en tout cas vos symptômes et votre prise de poids comme la conséquence, la résultante de quelque chose de plus profond. Après,
Au-delà des paramètres biologiques que je viens d'évoquer, qui sont des paramètres relativement basiques, je vous recommande notamment pour les femmes, s'il y a pas mal de symptômes au niveau des troubles du cycle menstruel, de la fatigue, etc., je vous recommande de faire un bilan thyroïdien ou de regarder tout ce qui va être SOPK, endométriose. Voilà, ça mange pas de pain, on n'est jamais trop prudent, c'est quand même des maladies qui sont de plus en plus fréquentes. Donc je vous recommande de regarder à ce niveau-là. Et d'aller regarder également, pour la plupart d'entre nous, ça peut être intéressant, ce qu'on appelle l'hyperperméabilité intestinale avec un marqueur qu'on appelle le LBP, parce que pour faire simple, je rentre pas dans trop de détails, mais quand on a une hyperperméabilité intestinale, donc on n'a pas un intestin qui est comme ça, mais en gros les portes s'ouvrent, on a des molécules qui passent dans le sang qui n'ont rien à y faire, et ces molécules qu'on appelle des lipopolysaccharides, des endotoxines, peuvent générer un état, ce qu'on appelle d'inflammation de bas grade, et générer un état d'endotoxémie. Et cet état d'inflammation de bas grade va perturber les mécanismes de la sensibilité à l'insuline et est impliqué dans la prise de poids et dans l'étiologie de l'obésité. Donc c'est pas de dire que tout se résume à des facteurs métaboliques ou hormonaux, mais pour moi, avant de parler alimentation, avant de parler calories, avant de parler activité physique, on cherche à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre corps de manière plus profonde et comment je peux expliquer mes symptômes et du coup agir efficacement dessus. Voilà, donc ça c'était le premier point, messieurs, dames. Et puisqu'on a parlé alimentation, je vous propose maintenant qu'on évoque l'alimentation comme base inévitable et incontournable, bien entendu, de votre perte de poids durable et saine. Alors, la première chose à garder en tête, c'est que là aujourd'hui je vais parler de grandes recommandations, de grands principes, mais dans tous les cas, n'oubliez pas que votre alimentation doit bien entendu être individualisée et adaptée à vos besoins, à vos symptômes et à votre profil. Ne cherchez pas à copier l'alimentation du voisin, ça n'a aucun sens. Ne cherchez pas à faire une diète cétogène pour faire comme votre copain, à faire une diète très riche en protéines pour faire comme Jacques, Pierre, Paul, machin. Cherchez à tester des choses, bien entendu, mais à adopter une alimentation qui va vraiment vous convenir et qui va être adaptée, qui va être individualisée. Vraiment, l'individualisation, c'est la base, aussi bien en matière d'alimentation que de pratiques sportives. Nous sommes tous différents, nous avons tous un métabolisme différent, un passé différent, on a tous des gènes différents, une histoire différente, donc on se doit d'adapter l'alimentation et l'activité physique à ces singularités. Donc, une fois qu'on a dit ça, en matière d'alimentation, dans un premier temps, personnellement, je ne vous recommande pas de compter vos calories. Je ne dis pas que c'est complètement inutile, ça peut être utile dans le cas où votre perte de poids ne se passerait pas comme prévu ou ce serait un petit peu plus compliqué qu'escompté, mais dans un premier temps, je vous recommande de vous concentrer sur la qualité de votre alimentation et non pas forcément sur le facteur quantité, en sachant que si vous améliorez la qualité de votre alimentation, bien souvent votre rapport calorique, et je dis bien souvent, pas toujours, encore une fois, compter ses calories peut être pertinent dans certains cas, mais bien souvent, quand vous avez une alimentation qui est de bonne qualité, votre apport calorique doit pouvoir se réguler de manière plus ou moins naturelle si vous conscientisez vos signaux de faim, de satiété, de rassasiement. Alors, maintenant, pour rentrer de manière très concrète dans le concret, n'est-ce pas, dans le vif du sujet, la première chose que je vous recommande au niveau de l'alimentation, c'est de manger le moins transformé possible. Donc, on va limiter, et je dis pas complètement exclure à tout jamais les produits transformés, mais tout ce qui va être les charcuteries industrielles, les viennoiseries industrielles, les gâteaux, les plats préparés, je vous recommande vraiment de les limiter autant que faire se peut. Et en parallèle, je vous recommande de mettre l'accent de manière vraiment importante sur les fruits et les légumes. Ça, c'est très très important. Je vous recommande d'un point de vue tout à fait concret et pratique de consommer environ 5 fruits différents par semaine, d'accord, et 10 légumes différents par semaine, d'accord. Ça, c'est très très important parce que du coup, vous allez avoir un apport en fibres qui va être accru et qui va avoir des rôles extrêmement bénéfiques en matière de santé digestive, de santé cardiovasculaire, de santé métabolique. Toutes les études le montrent. Voilà, donc je ne vais pas vous mentionner les études, je vous laisse aller faire vos petites recherches, mais toutes les études montrent qu'une augmentation de la consommation de fibres à hauteur de 30 à 40 grammes par jour est associée à une baisse des risques cardiovasculaires, une baisse de la mortalité et une baisse de certains cancers, notamment au niveau du pancréas. Donc, mangez beaucoup de fibres, mangez beaucoup de fruits et légumes, si possible bio de saison, mais alors ça, forcément, ça dépend des considérations, de considérations financières, ça dépend du budget de chacun, j'en ai conscience. Mais à minima, faites attention à bien les rincer, faites-les tremper avec un petit peu de bicarbonate de soude, et si vous pouvez, voilà, consommez-les bien sûr bio et de saison, ce sera toujours mieux.
À cet égard, je voulais quand même préciser que la consommation de fibres, elle est recommandée par l'EFSA, l'ANSES, voilà, les autorités de santé, à hauteur de 30 grammes par jour et qu'actuellement, on estime, d'après certaines études, que seulement 13% des Français atteindraient ce seuil, ce niveau de fibres dans leur alimentation. Donc, on est vraiment très loin du compte. Donc, c'est pour ça, maximisez vraiment votre apport en fibres, en fruits, en légumes. Très, très important. Donc ensuite, pour compléter cet apport en fibres, on peut bien entendu miser sur des glucides de qualité. Et là, je pense notamment aux céréales complètes, aux légumineuses, aux fruits, voire aux tubercules comme la pomme de terre et les patates douces, ou encore aux pseudo-céréales comme par exemple le quinoa et le sarrasin. Donc là, ce qui va être très très intéressant, c'est qu'on va également améliorer la qualité de ces glucides et qu'on va miser sur des glucides qui vont être vraiment nutritifs, qui vont être riches, qui vont du coup contenir des fibres, des minéraux, qui vont contenir voilà, plein de substances intéressantes. Et du coup, on en arrive à avoir des glucides de qualité qui sont tout à fait bénéfiques. Donc à ce niveau-là, chose également importante, mais ne cherchez pas à réduire ou à supprimer complètement vos glucides. Ça peut être intéressant dans certains cas. Bon, admettons, peut-être, encore une fois, tout le monde est différent, mais au global, les diètes low carb et cétogènes, j'ai plutôt tendance à vous les déconseiller dans un premier temps et à conserver une alimentation normoglucidique avec la consommation de glucides qui va représenter de 30 à 40% à peu près de vos calories quotidiennes. Donc vraiment miser sur les légumes, les protéines et les graisses dans votre alimentation et compléter selon la faim, selon votre dépense énergétique par les glucides. Donc, je parle rapidement des graisses, mais bien sûr, les graisses insaturées de qualité ont toute leur place dans votre alimentation. Donc, ça peut être l'avocat, les oléagineux, l'huile d'olive, certaines autres huiles végétales comme le lin, le colza, les poissons gras, etc. Voilà, ça, j'en parle pas non plus trop parce que c'est pas... Alors, c'est important, mais voilà, sinon la vidéo va durer 1 heure. Et ensuite, je vous recommande vraiment de consommer suffisamment de protéines. Là, pareil, c'est très très important. Les protéines sont associées à une meilleure régulation de la satiété, à une meilleure régulation de l'index glycémique d'un repas dans son ensemble, donc au contrôle glucidique finalement de l'organisme. Les protéines vont avoir un rôle bien sûr dans la limitation de la fonte musculaire passé 40 voire 50 ans. Elles vont permettre également de renouveler certains tissus comme les muscles, les tendons, les ligaments. Donc voilà, c'est extrêmement important de consommer suffisamment de protéines. Le but, c'est pas de se gaver, bien entendu. Ceci étant dit, je vous recommande, en fonction de votre activité physique et de votre profil, de consommer à minima 1,2 à 1,4 grammes de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Donc pour une personne de 70 grammes, j'ai fait les petits calculs, ça fait de 70 kilos, pardon, 70 grammes, je suis complètement, complètement bête. Donc pour une personne de 70 kilos, ça fait entre 85 et 100 grammes de protéines par jour. Donc à cet égard, pour faire simple, sans trop se prendre la tête, je vous recommande de consommer des protéines à chaque repas, donc petit déjeuner, déjeuner et dîner. Misez sur les viandes blanches, voilà, poulet, dinde, porc, etc. De temps en temps, un peu de viande rouge si possible de qualité, en fonction de vos besoins, des besoins en fer, en zinc, etc., de votre pratique sportive, de 1 à 3 fois par semaine, je dirais, dépendant encore une fois des besoins. Les poissons gras, très intéressants. N'oubliez pas les protéines végétales comme les légumineuses, lentilles, corail, pois chiches, c'est très intéressant. Les œufs, bien sûr, mais vraiment, faites en sorte de consommer suffisamment de protéines. C'est très, 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 très important. Encore une fois, le but, c'est pas de se gaver, bien entendu. Voilà, donc au niveau alimentation, on est pas mal, ça fait déjà voilà, pas mal de points. Et pour finir sur cette partie, avant de passer sur la partie activité physique, ce que je voulais vous dire, c'est ne cherchez pas la méthode miracle, le régime miracle. Je pense sincèrement qu'il n'existe pas, même si certaines personnes vont mieux réagir à un régime pauvre en glucides, là où d'autres, ce sera plus pertinent d'avoir un régime un peu plus riche en glucides. Encore une fois, on est tous différents. Mais au global, il y a quand même des fondamentaux qui, selon moi, sont à respecter. Consommez beaucoup de végétaux, consommez suffisamment de protéines, consommez des graisses de qualité. Ne cherchez pas à réinventer la roue. Ne cherchez pas un énième régime miracle, un énième protocole qui va vous sauver, qui va vous permettre de perdre du poids de manière définitive en 2 mois, comme ça, basta cosy. Ça ne marche pas. En tout cas, pour moi, c'est complètement illusoire. Et à l'inverse, cherchez également à conserver un bon équilibre alimentaire, cherchez à avoir une alimentation qui est plaisante, et par plaisante, je ne dis pas de manger au fast-food tout le temps, je dis juste de consommer les aliments que vous aimez. Si vous aimez vous faire un bon plat de pâtes bolognaise de temps en temps, faites-le. Si vous aimez vous faire une bonne pizza entre copains avec votre famille de temps en temps, faites-le. Ça, c'est très très important, et surtout, mangez à votre faim.
Voilà. Là, à mon avis, vous avez déjà les bases vraiment d'une alimentation qui est solide, qui va vous permettre de poser voilà, des bonnes fondations, des bons fondamentaux. Et après, en fonction de comment évolue votre perte de poids de manière individuelle, bien sûr, on peut aller vers quelque chose d'un petit peu plus individualisé, un peu plus spécifique. Alors, ensuite, messieurs, dames, je vous propose qu'on termine sur la partie activité physique et comme ça bouclera la boucle, ça fera notre troisième et dernier point. Au même titre que pour l'alimentation, ne cherchez pas à réinventer la roue, ne cherchez surtout pas à faire 2 heures de sport tous les jours, encore moins du cardio à jeun qui vous épuise, etc. Que sais-je, à mettre un kawaii pour transpirer, ça ne sert à rien. C'est pas parce que vous allez plus faire d'activité physique que vous allez plus perdre de poids. Encore une fois, ça ne marche pas comme ça. Il y a des mécanismes de régulation au niveau du métabolisme qui sont assez fins. Donc, si vous augmentez drastiquement votre dépense énergétique, vous inquiétez pas que le corps va réagir et il va faire en sorte de s'adapter et la perte de poids risque d'être compliquée. Donc, cherchez pas à faire plus, mais cherchez à faire mieux, cherchez à faire plus intelligemment. Et à cet égard, à ce niveau-là, ça fait 3 fois que je dis à cet égard, quand même, je me répète un petit peu. Donc, à ce niveau-là, je vous recommande sincèrement d'implémenter du renforcement musculaire dans votre routine. Alors, pas forcément à hauteur de 4 à 5 séances par semaine, mais je vous recommande d'en faire minimum 2 à 3 fois par semaine parce que le renforcement musculaire va vous permettre de construire du muscle et le muscle, c'est vraiment la santé. Le muscle, c'est la longévité. Le muscle, c'est vieillir en bonne santé. C'est extrêmement important. Le muscle va vous permettre d'augmenter votre métabolisme de base, donc de brûler plus de calories au repos sans rien faire, alors que précisément, avec le temps, le métabolisme de base a tendance à baisser. Le muscle va également permettre une meilleure captation du glucose, donc une meilleure régulation du métabolisme glucidique. Le muscle est également un organe endocrine à part entière. Il va produire ce qu'on appelle des myokines et réguler le statut inflammatoire de l'organisme. Donc c'est vraiment extrêmement important, d'autant plus quand on passe 40-50 ans et que notamment chez les femmes, on a des problématiques, enfin pas des problématiques, mais en tout cas des bouleversements hormonaux comme la ménopause et la périménopause qui vont engendrer notamment une baisse de la densité minérale osseuse et potentiellement un risque accru de fracture. C'est extrêmement important du coup de miser sur la muscu pour augmenter cette densité minérale osseuse. Donc voilà, je vous recommande sincèrement 2 à 3 séances de muscu bien conduites, bien effectuées de manière progressive et encadrée par semaine de 45 à 60 minutes. C'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin de faire plus et ce sera déjà très très bien. Ensuite, je vous recommande bien entendu d'avoir une activité à dominante cardiovasculaire pour la simple et bonne raison que ce qu'on appelle le VO2 max, donc la capacité qu'a votre corps à consommer du dioxygène. Ce VO2 max est l'un des principaux déterminants de la longévité et de la mortalité. Donc c'est extrêmement important d'être capable de développer ces aptitudes cardiovasculaires. Mais alors s'il vous plaît, à ce niveau-là, ne faites pas n'importe quoi. Ne misez pas systématiquement sur la course à pied parce qu'il n'y a pas que la course à pied dans la vie. Aujourd'hui, on est sur une société qui parle que de la course à pied, de la muscu, comme si c'était que les deux sports qui existaient. Mais pour bien des gens, la course à pied, c'est une tannée, c'est chiant, désolé, je le dis comme ça, c'est emmerdant. Donc n'oubliez pas qu'il y a plein d'autres activités qui sont beaucoup plus ludiques, beaucoup plus sociales, qui vont vous permettre de développer vos aptitudes cardio-respiratoires et cardiovasculaires. Je peux penser par exemple au sport de raquette, au sport collectif, au VTT, à la randonnée, à la marche rapide. Il y a 1 milliard, à la danse, pourquoi pas, la Zumba, il y a plein de choses. Donc bougez, transpirez, soyez essoufflés de temps en temps dans vos séances, mais ne misez pas tout sur la course à pied. En tout cas, si ça vous plaît pas, ne faites pas de la course à pied. Je veux dire, ça n'a aucun sens, d'accord ? Ne vous forcez pas toujours à faire des choses que vous n'aimez pas. Parfois, il faut, bien entendu, mais voilà, pensez aux alternatives et pensez à faire ce que vous aimez. À ce niveau-là, d'ailleurs, il y a quand même certains auteurs qui parlent de la course à pied comme étant l'addiction la plus valorisée socialement. Donc, c'est quand même intéressant de voir, de considérer la place qu'occupe la course à pied actuellement dans nos sociétés. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses sur la partie activité physique. Je vois que l'heure tourne, on est déjà à 23 minutes, j'avais dit moins de 20 minutes, forcément j'ai lamentablement échoué. Et enfin, donc la dernière chose que je vous recommande au niveau activité physique, c'est d'ajouter du mouvement, au-delà de simplement le sport et l'activité physique. Je vous recommande d'ajouter du mouvement dans vos journées. Essayez de prendre les escaliers, essayez de marcher 10 à 15 minutes après chacun de vos repas, ça sera déjà très très bien. Essayez de faire vos courses à pied, de vous lever régulièrement si vous avez un boulot plutôt sédentaire avec une station assise prolongée. Voilà, c'est dommage qu'aujourd'hui on en arrive à considérer les 10 000 pas par jour comme quelque chose d'inatteignable ou de compliqué. Et c'est pas pour vous jeter la pierre à vous en tant qu'individu, c'est vraiment une problématique sociétale complexe. Mais 10 000 pas par jour finalement devrait être assez simple à faire quand on a un rythme de vie qui est sain et qui est vraiment bénéfique pour la santé. Bon.
Voilà messieurs dames, donc ça fait 3 points vraiment importants sur lesquels je vous recommande de vous concentrer dans un premier temps. J'ai pas parlé de la gestion du stress, du sommeil, de la respiration, les émotions, le repos, voilà. Il y a plein de choses qu'on pourrait aborder. Le but, encore une fois, c'est pas de faire une vidéo de 45 minutes. Donc voilà, premièrement, identifiez les causes profondes qui contribuent ou qui ont contribué à votre prise de poids. Deuxièmement, remettez en place des fondamentaux solides dans votre alimentation, notamment au niveau des fibres, des protéines et des glucides de qualité en mangeant peu transformé. Et troisièmement, remettez du mouvement intelligent dans votre rythme de vie, dans votre hygiène de vie, avec un focus sur 2 à 3 séances idéalement de muscu par semaine, du cardio qui est plaisant, qui vous permet d'améliorer ce qu'on appelle le VO2 max et de remettre au global plus de mouvement dans votre vie en essayant de marcher un maximum et d'être en mouvement régulièrement. Et normalement, si vous mettez tout ça en place, vous devriez déjà constater une nette amélioration de votre état de santé et du coup, par conséquent, un poids qui diminue tranquillement, je l'espère, jusqu'à atteindre vos objectifs. Voilà messieurs, dames, 25 minutes de vidéo, c'est toujours 5 minutes de plus que ce que j'avais prévu, mais bon, je suis bavard, vous commencez à me connaître. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément. Un petit commentaire également pour me poser vos questions ou pour me dire si la vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la partager également, bien sûr, si vous pensez qu'elle est utile, qu'elle est de qualité. Retrouvez-moi également donc sur Instagram, il y a pas mal de shorts aussi que je fais sur YouTube pour retrouver les extraits les plus importants. Et je vous dis sur ce, à très bientôt, prenez soin de vous, passez un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Bye bye.